merci beaucoup de nous avoir invités. Après être parti dans l'espace, on va revenir rapidement sur Terre. Et je vais vous présenter un système de régulation médicale tactique qu'on a appelé CIRMED, qui fait partie d'un programme beaucoup plus large qui s'appelle ISAN, Infrastructure Santé, qui est un programme géré par module et qui a pour objectif de progressivement numériser tout l'exercice médical en opération extérieure, essentiellement au combat, mais également lors d'engagements particuliers qui peuvent couvrir à la fois tout ce qui peut être marine nationale, puisqu'ils sont quand même dans des situations qui sont un petit peu particulières lorsqu'ils sont isolés sur un bateau, mais également les interventions humanitaires ou les interventions qu'on peut faire à droite et à gauche dans le cadre des interventions de la sécurité civile ou pourquoi pas, comme ça s'est passé il y a quelques années à Haïti. Donc, avant de vous décrire un petit peu le programme, l'idée c'est de, si j'avance, voilà, l'idée est de vous faire un petit peu un historique de la manière déjà dont on travaille et qui a essentiellement amené les discussions qu'on a eues sur quel système il faut qu'on construise. Donc la médicalisation de l'avant, c'est pas très nouveau puisque ça a commencé avec les ambulances de l'arrêt en 1797. Le principe est assez simple. On envoie au plus près des combattants, au plus près des zones où les combattants sont blessés, une équipe médicale qui va faire une stabilisation précoce à l'avant. Le principe également est de faire une évacuation le plus rapidement possible vers une zone de chirurgicalisation de l'avant où des structures légères ou des structures éventuellement plus lourdes vont réaliser du damage control et derrière éventuellement faire des reprises de théâtre avant d'évacuer le plus rapidement possible, et ça c'est bien le concept français, les blessés en métropole, si jamais le théâtre est pas trop loin de la France, sinon vers des structures stabilisées, comme ça a été le cas dans les opérations qu'on a menées en Asie du Sud-Est, où on se rappuyait sur l'Australie. Et donc le principe était de couvrir toute la zone qu'on appelle la zone tactique, qui correspond vraiment à ce qu'on rencontre sur le théâtre d'opération. Donc on avait quand même des systèmes d'information qui existaient auparavant, on les verra juste après. Je crois qu'il y a un pointeur, oui. Je vais essayer de vous décrire un petit peu de quoi on parle. Le principe pour nous est de partir de cette zone-là, c'est-à-dire que grosso modo là c'est la zone des combats. On a ici un véhicule de l'avant blindé que vous voyez qui a une équipe médicale avec médecins, infirmiers, des fois infirmiers seuls, des fois pas d'infirmiers du tout, et puis ce sont des brancardiers secouristes ou des gens qui sont formés au secourisme de combat qui interviennent. Le principe était de débuter la prise en charge sur cette zone-là et d'essayer de l'intégrer complètement dans la chaîne telle qu'elle existe à l'heure actuelle, avec un poste médical avancé qui est en mesure de faire des premiers gestes d'urgence. Puis, comme je vous disais, les structures de chirurgicalisation de l'avant qui sont ici avec une structure légère qui est une antenne chirurgicale et éventuellement des groupements médico-chirurgicaux qui sont des structures qui sont plus lourdes. Et puis, éventuellement derrière, ce qu'on appelle un rôle 3. Donc, le rôle 1 est ici, le rôle 2 est sur cette zone-là et le rôle 3 est ici, où là, on a une structure qui est vraiment plus lourde et qui est éventuellement capable d'hospitaliser pendant un certain temps avant l'évacuation des patients. Et le principe était bien évidemment de se reposer sur nos moyens aéroportés et d'arriver à suivre les patients durant l'intégralité de cette chaîne. Le rôle 4 se trouve ici, qui correspond aux évacuations stratégiques. Donc ce rôle 4 n'est pas prévu dans le système qu'on s'était construire. Il y a un acteur majeur qui n'apparaît pas sur cette diapositive, qui fait grosso modo fonction de SAMU, qui est le PEC, le Patient Evacuation Control Cell, qui se situe au niveau du PC de théâtre, qui a la vision sur les structures de l'intégralité du théâtre, qui a une vision sur les moyens d'évacuation et qui va être au cœur même de l'évacuation pour récolter les informations médicales et également organiser les évacuations et désigner les structures qui vont être responsables d'accueillir les patients. Donc l'objectif était bien d'avoir une cohérence globale sur l'évacuation qu'on pouvait mettre en œuvre sur l'intégralité de la chaîne avec comme point central le PEC.
Alors comme je vous disais, on a un système d'information qui existe déjà depuis quelques années. Alors je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver une version de la fiche de 1910, mais à l'heure actuelle, pour le moment, on fonctionne avec ça, c'est-à-dire une fiche papier qui a été réactualisée récemment. Donc l'idée était quand même d'arriver à quelque chose d'un peu plus performant. Hop. Alors pourquoi? Donc l'objectif était de garantir la transmission des informations de la prise en compte médicale tout au long de la chaîne. L'objectif était surtout de tracer tout ce qui était réalisé à l'avant pour que les chirurgiens et les réanimateurs, lorsqu'ils sont sur leur structure chirurgicale, aient toutes les informations qui sont pertinentes pour pas perdre de temps, et surtout savoir ce qui avait été réalisé sur le patient pour améliorer la prise en charge. L'objectif était également d'améliorer nos capacités de commandement et de régulation et d'éviter de thromboser une antenne chirurgicale qui aurait reçu trop de patients, ce qui était déjà fait à l'heure actuelle, c'était pas le souci, l'objectif était de l'améliorer. Et puis ensuite, il y a quand même un élément, on a parlé de Big Data tout à l'heure, l'objectif est également de pérenniser l'information. On est quand même intéressé pour savoir ce qui a été réalisé, comment les patients ont été pris en charge, pour améliorer nos pratiques et réfléchir éventuellement sur d'autres choses. Donc l'idée est également de tracer ce qui a été réalisé pour l'étudier a posteriori. Des contraintes spécifiques, alors on a évoqué l'espace tout à l'heure, bon, on en a aussi. La première et avant tout, c'est bien la capacité à être utilisée dans des environnements hostiles. Les structures chirurgicales sont normalement sur des zones qui sont relativement stabilisées, et encore je dis relativement parce que pour celles qui sont à l'avant c'est pas toujours le cas, mais en tout cas on a bien vu que les équipes qui interviennent pour réaliser les prises en compte initiales des blessés peuvent être éventuellement amenées à prendre en compte un blessé alors que ça tire autour, quoi. Donc le principe était bien d'avoir des équipements et un système qui était capable de s'adapter à un environnement hostile. La deuxième raison, on l'a évoqué également tout à l'heure quand on a parlé de l'ANSSI, c'était la sécurisation des données qui étaient stockées et de la capacité de transmission. Alors, on a la possibilité, on a évoqué la problématique de la transmission des données médicales. Il faut bien voir aussi qu'on a une double problématique, nous, c'est qu'on va transmettre des données qui sont tactiques. Pour faire clair, on va dire où sont nos soldats, on va dire ce qu'ils sont en train de faire et on va dire quels sont les moyens qui sont mis à disposition. Il est inenvisageable que la transmission de ces données soit éventuellement interceptable par l'ennemi qui pourrait à ce moment-là avoir nos positions. Donc on avait une nécessité absolue de sécurisation de ces données. Et comme je vous l'ai dit, l'idée était d'avoir un système qui était relativement ouvert, et donc d'avoir une capacité de transmettre ces informations à la fois dans un environnement militaire, mais également dans un environnement civil. Bon, rapidement, pour vous dire que ISAN est une opération d'armement, donc c'est une opération d'armement qui n'est pas létale, rassurez-vous, mais c'est simplement pour dire que compte tenu du contexte dans lequel on était déployé, c'est bien la Direction Générale de l'Armement, la DGA, qui est assistance à maîtrise d'ouvrage et qui s'appuie à l'heure actuelle sur deux industriels. La partie logicielle est gérée par Soprasteria et la deuxième partie matérielle est gérée par Ineo Défense. Donc l'architecture du système telle qu'elle est pensée à l'heure actuelle, on a nos équipes qui sont à l'avant, qui peuvent être à la fois les équipes médicales qu'on a vues tout à l'heure dans les véhicules de l'avant blindé et les équipes d'évacuation qui sont équipées de tablettes avec un réseau qui permet de faire le partage entre les différentes structures. Le serveur ici, qui est une personne qu'on n'a pas vraiment évoquée, qui est juste un superviseur et qui lui est là pour diriger l'intégralité du théâtre. Les modules d'hospitalisation qui reposent sur des PC durcis et surtout, comme on l'a dit, le rôle central du régulateur, donc le module de régulation OMREG, qui est là pour lui avoir la vision complète du théâtre et donner ses consignes à tous les personnels. Donc les différents flux qu'on pourrait avoir, ici on a la cellule centrale et grosso modo l'objectif est que tous les éléments, lorsqu'on va gérer un événement patient, soient distribués à l'intégralité des équipes qui vont être amenées à prendre en compte le patient. Donc clairement, tous les personnels qui sont présents sur le théâtre ne vont pas recevoir les informations médicales de prise en compte du patient, uniquement les équipes qui sont dédiées à prendre en compte ce patient. L'objectif principal est que, avant même qu'on aille à faire un doc-to-doc call, que nos équipes puissent éventuellement échanger sur des données patients, on ait la capacité que notamment le réanimateur, au niveau de sa structure chirurgicale qui va recevoir le patient des équipes de l'avant, et toutes les informations sur la prise en compte, les constantes et tout ça, avant même d'avoir besoin d'échanger
avec son camarade. De la même façon, le chirurgien, le système a une capacité de prendre des photos et de transmettre des photos, aura déjà des éléments sur éventuellement les blessures que présente le patient et pourra commencer déjà à envisager son geste chirurgical et les contraintes que ça impliquera derrière. Donc le système repose réellement sur la capacité à échanger en temps réel sur les données médicales et que toutes les équipes dans la chaîne soient informées de la situation du patient. Alors le seul cas particulier étant bien évidemment dans l'hélicoptère où là la transmission de données est un petit peu délicate. Donc rapidement les matériels d'intervention, donc là ce sont des tablettes classiques, hein, il n'y a pas de secret, ce sont des tablettes durcies, étanches, poussière et eau, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et de la même façon les PC qu'on utilise sont des PC durcis qui sont des modules, des matériels classiques. Donc là, juste pour entrer un petit peu dans le détail, alors à savoir que le système est actuellement en fin d'industrialisation. La délégation générale de l'armement a déjà touché ces plateformes de test et est en train de le qualifier. Quant à nous, le service de santé va les percevoir dans un mois et donc on va pouvoir commencer à jouer avec et à voir si effectivement ça correspond aux besoins qu'on avait exprimés. J'insiste sur un point qui a été un petit peu évoqué dans les discussions qu'il y a eu tout à l'heure. Il y a des avancées technologiques, c'est clair, on en a vu beaucoup ce matin, mais il y a vraiment un élément qui est central sur le programme ISAN et notamment sur le programme CIRMED, c'est qu'on a refusé certaines avancées technologiques qui ne nous semblaient pas adéquates par rapport au contexte dans lequel le système doit être employé. Il ne s'agissait pas de complexifier les choses, il faut bien comprendre que quand on a un médecin ou un infirmier qui est à l'avant au contact, il faut qu'on lui simplifie à tout prix le travail pour qu'il puisse se concentrer sur ce qui est d'abord le plus important, c'est-à-dire son patient. Donc quelques captures d'écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on a construit. Donc là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est ce qui est sur les tablettes. Donc on a un événement qui est arrivé le 6 septembre 2016. Donc on gère grosso modo les données par événement où on voit qu'on a 2 patients alpha, un patient bravo et vous voyez que on a déjà l'information ici, hop, que le PEC, le régulateur a déjà pris une décision avec l'antenne chirurgicale qui est responsable de l'accueil du patient et le vecteur, donc l'hélicoptère militaire Cougar 1. Alors là, il est prévu de poser à minuit. Bon, je pense que l'horaire est pas bon, mais le principe étant effectivement que sans avoir de communication, sans rien, l'équipe médicale sait exactement comment ces patients vont être régulés et évacués. Là, je vous ai montré tout à l'heure la fiche médicale de l'avant, qui est la fiche médicale papier. On a simplement mis en place une fiche médicale numérisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on dépasserait largement le temps. Donc, c'est simplement pour vous montrer que l'interface est tactile, avec des gros boutons, l'objectif étant vraiment de simplifier la vie des personnels. La fiche en elle-même, c'est celle-là. Donc, vous voyez, c'est pas forcément très lisible. Juste pour info, donc, elle utilise un protocole qui est le MARCH, qui est un protocole qu'on utilise chez nous. Et surtout, on a la capacité déjà de transmettre, grâce aux silhouettes, la localisation des lésions avec les types de lésions, la capacité de prendre des photos et également la capacité de s'interfacer avec nos systèmes de monitorage cardiaque pour, à un moment où le patient s'enfonce ou éventuellement les constantes évoluent, on appuie sur un bouton, les données sont récupérées automatiquement, elles sont transmises derrière. Donc voilà, je passe, la capacité de tracer également les gestes, bon, c'est pas sans créer des problèmes, notamment sur ce qui va être au horodatage, mais bon, ça on traitera par la suite. Donc la capacité de localiser les lésions, avec, bon, vous voyez, les items concernés sont quand même directement en relation avec la médecine de guerre. On n'est pas là pour avoir l'exhaustivité éventuellement qu'on pourrait rencontrer sur une fiche SAMU. La gestion hospitalière qui est relativement simple, donc là c'est ce que auront les structures hospitalières. Grosso modo, ils vont avoir également les patients avec les éléments de prise en compte et les éléments de régulation. Donc là vous voyez qu'ils ont pris en compte, le patient a été pris en compte, la décision a été faite à 7h30 avec l'heure d'arrivée estimée du moyen d'évacuation sur zone et l'heure d'arrivée estimée sur l'antenne chirurgicale. Bien entendu, ces éléments sont transmis par les armées, c'est pas nous qui maîtrisons nos hélicoptères.
Et pour finir, eux ont la capacité de transmettre en direct la disponibilité des lits de soins intensifs ou les lits standards, afin que le régulateur sache exactement à tout moment où en sont les capacités d'accueil de ces structures. Et donc le point central qui est la cellule de régulation, où là donc, on voit deux événements, hein. Là c'est un événement qui avait déjà été pris en compte, et puis là c'est l'événement qui est ouvert, où le régulateur commence à recevoir, donc là la seule chose, il sait qu'il y a 2 alpha, 2 bravo, 1 charlie, par contre il n'a aucune information à l'heure actuelle sur l'état des patients, par contre il sait, sur ce patient-là, il a déjà une identité, et il a déjà quelques éléments qui vont probablement lui permettre de réguler le patient. Ici, sur le même tableau, il a les équipes médicales qui sont disponibles, un onglet avec les vecteurs disponibles, et ici, toutes les unités qui sont en mesure de recevoir le patient. Il peut s'appuyer également sur un module de cartographie. Donc là, j'ai zoomé un petit peu. L'objectif était de montrer que quand on pointe sur un événement santé, on a les éléments de régulation de ce patient. Mais de manière plus large, dès qu'on dézoome, on a une capacité, avec tout ce qui est cartographie militaire, d'avoir à la disposition des équipes, à la disposition des structures sanitaires, éventuellement de tout ce qui est moyen, aéroport, tout ça. Voilà, je vais terminer un petit peu sur l'avenir. On est bien sur un système qui est un système, une première version, à savoir qu'aucune armée occidentale à l'heure actuelle n'a développé de système équivalent. L'armée américaine a développé un système qui correspond à sa doctrine à elle d'évacuation par paramedics, donc en fait on n'est pas sur la même problématique. Les Anglais ont commencé à y réfléchir, mais pour le moment on va probablement défricher un petit peu le terrain, quoi. L'avenir pour nous, ça va être d'arriver à gérer la période hors connexion d'un dossier avec un patient optimisé. C'est un dossier patient optimisé, donc en s'appuyant sur des technologies RFID. Je pense que tout le monde a en tête dans les films les plaques d'identité que les militaires ont autour du cou. Bon, mais l'idée c'est que cette plaque d'identité elle soit transformée en clé USB ou en plaque qui contient une puce qui contiendrait les données essentielles du patient pour lui sauver la vie. Et puis même pour l'avenir, de commencer à préparer une assistance aux premiers intervenants. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans d'autres présentations, et tout ce qui pourrait être télémédecine, la capacité de suivre des protocoles qui sont standardisés, ou des évolutions en termes de réalité augmentée, notamment pour éventuellement gérer des gestes chirurgicaux de sauvetage, clamper une artère ou ce genre de choses, grâce à un casque virtuel. On est loin encore d'être en mesure de réaliser ça pour des problématiques de réseau et de technologie, mais c'est bien l'avenir qu'on cherche. Voilà. Et puis l'idée après également, c'est d'urbaniser nos systèmes. On a déjà des systèmes d'information médicaux au niveau du service de santé des armées, et l'idée c'est qu'on puisse récupérer toutes ces informations-là. Voilà, donc pour nous, un système qui est en rupture, il est fortement adapté aux contraintes des opérations militaires. Le déploiement reste à valider, hein. Donc comme je vous l'ai dit, on va le toucher, on va commencer les premiers tests en 2018, probablement sur l'opération Barkhane. Et pour nous, c'est vraiment une première brique vers un système qui sera normalement plus ambitieux et plus intégré. Voilà, je vous remercie.